Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Une année de pandémie vient de s'écouler et avec elle son lot d'incertitudes. Depuis mars dernier, face à cette maladie inconnue, on a entendu les médecins nous dire peut-être pour la première fois, nous ne savons pas. On a entendu aussi les politiciens comme notre ministre de la Santé Alain Berset souligner le côté stressant de cette incertitude qui dure. Oui, mais voilà, il nous faut composer et continuer à vivre dans une époque où on ne peut plus prévoir grand-chose. Il faut tenter de s'accomplir à un moment où les règles changent sans cesse et où nos si chères habitudes volent en éclats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans cette inconstance et comment faire pour tenir debout, malgré le brouillard contemporain? Regardez ce reportage de Christophe Ungart, on en parle juste après. Mon agenda était très plein en 2020 et peu à peu il s'est un peu vidé. Il y a beaucoup de trucs tracés. De voir que tous mes engagements professionnels s'arrêtaient, de voir que toutes les choses qui étaient prévues de longue date s'arrêtaient puis qu'on ne savait pas quand est-ce qu'elles allaient être reconduites. Ouais, ça a été pas mal d'angoisse au début. Pour vous, c'était rassurant d'avoir un agenda rempli avec des rendez-vous à l'avance? Oui, très. J'avais ça 2 ans à l'avance, j'avais des trucs dans mon agenda, j'ai des plannings, tout était bien plein et je pense que ça me rassurait beaucoup. Ouais. Zoé Blanc est sexologue, travailleuse indépendante. Quand le virus débarque, l'agenda de Zoé s'enraye et son avenir n'est plus du tout aussi prévisible. Elle doit ralentir le rythme sans savoir exactement ce qu'elle fera demain. Pourquoi c'était si important pour vous d'avoir ces certitudes? Je pense que c'était dans un enjeu de sensation, certainement une illusion, mais une sensation de maîtrise en fait, de ma vie et de mon environnement, le fait de planifier des choses, d'avoir décidé que j'allais les faire, je les note, je les fais, ben, quelque part ça me donne un certain pouvoir en fait là-dessus. Et en fait, je n'ai beaucoup moins que ce que je pense. Rapidement, la pandémie effacera aussi ce genre de scène. Dur à vivre pour la chanteuse Fanny Dirksen, alias Fanny de Pool. Tourne, tourne le disque dans ma tête, si le vacarme avait une mélodie, ce serait... Davantage de distance et davantage d'incertitude. Des dates de concerts reportées, puis annulées. Et personne ne peut lui dire quand tout recommencera. Avec son père, qui est également son agent, le quotidien devient très casanier. Il y a Canal Alpha qui me demande si je veux faire une émission avec eux. Une émission... Je t'envoie le contact ou... Ah, c'est une autre? Oui, je crois. C'est des journées en tant qu'artiste qui se ressemblent beaucoup. Il n'y a plus de concerts, il y a beaucoup moins d'adrénaline. C'est toutes ces choses qui font que le quotidien devient un peu morose. Et puis voilà, puis de ne pas savoir. Mais déjà, rien que point de vue maladie, si on attrape la maladie, c'est l'incertitude de savoir est-ce qu'on va s'en sortir ou non. Voilà, il y a 2 choix. Et puis il y a l'incertitude financière que ça engendre aussi, parce que tant que le virus sera là, nous, on ne pourra pas remonter sur scène. Et tant qu'on ne peut pas remonter sur scène, on ne peut pas gagner notre argent comme on le gagnerait en temps normal. Et tant qu'on ne gagne pas notre argent, on ne peut pas continuer. Enfin voilà, donc c'est une incertitude en chaîne. C'est un peu une incertitude qui en amène une autre, qui en amène une autre. Et puis quand on commence à réfléchir à ça, on tombe dans ce tourbillon anxiogène, justement. Donc l'incertitude amène la peur, j'ai l'impression, à ce stade-là. On aurait pu penser qu'elle était mentalement préparée à vivre avec cette nouvelle réalité. Car avant de monter sur scène, c'est avec la police cantonale bernoise que Fanny travaillait. Policière donc, un métier par définition riche en imprévus, mais rien à voir avec la situation actuelle selon elle. Là, en revanche, c'était une incertitude pour laquelle j'avais signé. J'étais d'accord de vivre un métier qui m'apportait de l'incertitude, de ne pas savoir si j'allais rentrer le soir à la maison, de ne pas savoir si j'allais finir à l'heure, de ne pas savoir plein de choses. En revanche, je savais que j'avais un métier et que j'avais un salaire. Et ça, maintenant, je suis plus très sûre. Incertitude, perte de contrôle, anxiété, dépression. Sophie Perlet, elle, s'estime toutefois chanceuse. Cette médiatrice culturelle vit la crise avec un étonnant lâcher-prise, probablement grâce à ses 17 années passées en Russie. Son ami de Moscou lui rappelle ici à quel point c'est différent là-bas. On prévoit moins de choses en Russie. On prévoit moins de choses qu'en Suisse. On laisse aller un petit peu. Et tu sais, il y a une chose que je n'ai jamais entendue en Russie, mais qu'on dit beaucoup en Suisse. Quand une personne, par exemple, de mon âge, elle dit « Oui, mais tu sais, quand je serai à la retraite, je ferai ça et ça. »
Ce n'est pas du tout quelque chose que j'entends. Pas russe du Non, tout. non. En Russie, on dit, bon, si je suis encore là l'année prochaine, si tout va bien, la semaine prochaine, je fais ci, On je fais dit ça. ебж, если будем живы, si Ah. nous serons en vie encore. Les enfants, par les récits des parents et des grands-parents, par exemple en Russie, savent que l'imprévu fait partie de la vie, que demain il peut y avoir une chute du rouble, qu'il peut y avoir un renversement politique. Quand je suis revenue en Suisse il y a 3 ans et demi, au début je trouvais très compliqué de rencontrer les amis parce que certaines personnes me disaient, mais alors on se voit, là la semaine prochaine je peux pas, on se voit dans 2 semaines, on boit un café dans 2 semaines. Et moi ça me mettait dans un état de stress, quoi, parce que pour moi, si on se voit, c'est maintenant, cet après-midi ou demain. J'ose pas trop le dire, mais je pense que cette incertitude, ça rebrasse les cartes et ça amène beaucoup de choses aussi positives, créatives. Ça permet de créer des rituels ou des nouvelles habitudes. Voilà. Je pense que ça a amené aussi énormément de solidarité. De nouvelles idées que Sophie a rapidement mis en pratique. Dès la première vague de la pandémie, elle se réinvente et remotive même sa voisine lausannoise qui commence à déprimer. La fille de Mado est atteinte d'une maladie grave. Elle ne vit pas loin, mais impossible de la voir physiquement à cause des mesures sanitaires. Qu'importe, les deux femmes se retrouvent régulièrement au parc pour lui communiquer leur amour, d'une autre façon. Привет, дорогая, сейчас споем. Sous le vent des plaines, un arbre m'est donné, un ami de peine, mon arbre de liberté. On a fait presque une cinquantaine de vidéos avec des chansons qu'on a envoyées à sa fille, ma meilleure amie d'enfance. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu cette restriction des visites dans l'institution où se trouve mon ami. Le sorbier, tu m'apportes l'ivresse et tu me tends les bras. Ce qui m'est resté aussi de ces années en Russie, c'est vraiment le lien entre les personnes, et le lien que ce soit de solidarité, d'entraide, d'amitié, mais de trouver, voilà, de ne pas rompre le lien. Целуем, Barbara. Люблю тебя. Bye bye. Face à l'inattendu, l'incertain, l'imprévisible, la notion de lien revient souvent chez toutes les personnes rencontrées. Lien avec les proches, lien avec soi-même, mais également lien avec la nature. Pour certains, ça a été du temps très enclin à la créativité. Moi, ça a été juste un fiasco. J'ai réussi à créer 2-3 trucs au début et puis après, j'arrivais plus, donc j'ai accepté de ne plus rien créer. Donc j'ai essayé de me diriger vers d'autres choses. J'avais envie de faire du sport, mais j'ai remarqué que c'est pas ma came. Puis après, j'ai commencé à faire un peu de jardin. Là, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai fait beaucoup de balades. Je vais marcher, je me retrouve beaucoup plus proche de la nature parce que j'ai l'impression que c'est la chose la plus fidèle qu'on puisse avoir en face des yeux à l'heure actuelle. J'ai décidé que c'était mon arbre, hein. Personne ne l'a dit, c'est juste moi. Ce que j'aime avec lui, c'est de voir son évolution en fait. Et c'est de me dire que quoi qu'il arrive, il est là, toujours. Et ça, je trouve cool. Et je pense que c'est important de venir, de venir dans des endroits qui nous font du bien. Puis là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a la force déjà du vent. Pardon. Il y a la force de la nature avec l'arbre. Et puis il y a la force de l'humain avec les lignes à haute tension, l'électricité et tout ça. La nature comme racine profonde pour ne pas se faire emporter par la tempête. C'est également ce lien que Zoé a renforcé ces derniers mois, au point de découvrir et partager des rituels en son honneur. Sur l'autel, j'ai mis 13 bougies qui représentent chacune une des pleines lunes qui va arriver cette année.
Parce qu'on a passé la première, là, en janvier, et puis du coup, ça va être tout le cycle qui va nous accompagner cette année. Et ce 1er février 2021, c'est Imbolc, une fête religieuse celtique qui célèbre le retour prochain du printemps. Un retour sûr et certain, prévu le 21 mars, comme chaque année. Je proposais d'aller planter vraiment des graines, d'aller avoir la responsabilité de les faire grandir à la maison. C'est des graines d'un tournesol, qui est la fleur du soleil. On va avoir des bébés tournesols. Sur le tournesol, c'est le soleil, regarde, on fait renaître le soleil. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est trop bien. Je suis trop contente. En fait, j'ai commencé à faire ça justement pendant cette année 2020, parce que tout d'un coup, ça me raccrochait à quelque chose. Et puis ça me servait justement de moyen d'aller apprendre et vraiment lié à cette nature, parce que du coup, tous ces rituels, ils sont ancrés justement dans le cycle des saisons. Et du coup, ça me force à orienter mon regard et à orienter mes activités autour du rythme de la nature. À cette date-là, astronomiquement parlant, oui, on est entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Et puis ça c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir y échapper. Et du coup, ça restreint le champ des possibles. Je pense que ça rassure, effectivement. Et du coup, je pense que ces rituels, c'est une manière de prendre conscience qu'on appartient au cycle du vivant et puis entrer dans cette danse-là. Peut-être que fondamentalement, ça a toujours été la norme de ne pas savoir, sauf que comme on vit dans un système où on a suffisamment de confort pour pouvoir prévoir, on a oublié toutes ces choses. Mais du coup, je pense que tout d'un coup, d'avoir l'impression que gérer ces incertitudes, ça muscle ma capacité d'adaptation et quelque part que je peux même y prendre du plaisir et de me dire, ok, comment est-ce que je vais me faire surprendre aujourd'hui ? Parce que l'incertitude, c'est aussi de la surprise. Puis moi, j'aime bien les surprises. Bonjour Fabrice Clément. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe et co-directeur du Centre de sciences cognitives de l'Université de Neuchâtel. Alors ça fait 1 an que la pandémie de Covid-19 s'est installée chez nous. 1 an d'incertitude des savoirs, des pouvoirs et même des incertitudes un peu personnelles dans nos vies. Qu'est-ce que ça chamboule en nous, toute cette incertitude-là ? Alors, je pense que c'est des événements qui nous sont tombés dessus, comme on pourrait le dire. On joue un rôle de révélateur, en fait, de toute une série d'équilibres délicats, en fait, qu'on a tous, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. On a besoin, visiblement, lorsqu'on entend le reportage, de cadres. Ces cadres, ils sont pour la plupart d'entre eux fournis par notre société, par les habitudes qu'on a prises à l'intérieur de nos formes de vie respectives. Et lorsqu'ils ne sont plus là, ça pose un certain nombre de difficultés psychologiques. On a l'impression, en tout cas en entendant ce que les gens racontent dans le reportage et en s'interrogeant sur soi-même, qu'il pourrait y avoir une forme de dissolution de soi. Et ça pose des questions intéressantes sur ce que c'est que ce soi, en fait. Ce n'est pas juste un être organique, parce qu'on continue, heureusement pour la plupart d'entre nous, à vivre, malgré les pertes qu'on a tous connues autour de soi et dans notre société. Mais la vie en soi, elle continue, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose de fondamental qui change, et ce fondamental, il est à rechercher du côté de ces structures qui, au quotidien, nous entourent et qui, tout d'un coup, sont plus là. Mais dissoudre le soi, ça veut dire concrètement, qu'est-ce qui se dissout ? Nos certitudes, nos cadres Alors, il y a, effectivement, je pense qu'on a vraiment besoin d'une forme de structuration. Et cette structuration, elle est fournie effectivement par les rapports qu'on a avec les autres, par l'agenda, comme elle le montrait très bien, par les rendez-vous qu'on a avec les uns et les autres, et par toute une série de projets, en fait. Et je pense que ce qui est très difficile à vivre, c'est je vois ça avec les enfants notamment, c'est se réjouir de quelque chose, et le moment où on approche de ce moment où on est censé fêter, où on est censé avoir du plaisir, tout d'un coup disparaît pour des raisons qui nous échappent complètement. Et donc ça devient très très difficile à se structurer dans le temps, puisqu'on n'est jamais sûr que les plans qu'on fait vont pouvoir se réaliser au moment venu.
On est tous des grands enfants. Je vous accueille, Marion Müller-Collard. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes théologienne et écrivaine. Et 6 mois après le début de la pandémie, en juillet dernier, vous avez fait paraître une lettre dans le magazine La Croix, une lettre qui commençait par ces mots « Je vous écris d'une clairière ». Et dans cette lettre, il y avait une très jolie phrase. C'était celle-ci « S'il s'agit de parler du monde d'après, allons-y lentement, voulez-vous ». Qu'est-ce que ça veut dire, Marion Müller? Ça veut dire, au fond, qu'il ne faut pas vouloir à tout prix s'extirper du brouillard, qu'il faut apprendre à vivre dans cette incertitude-là? Oui, c'est aussi une façon d'assumer ce temps du vertige, ce temps du désert, on pourrait dire aussi. C'est un mot fort pour beaucoup de traditions spirituelles, c'est un mot très ancré bibliquement. Et c'est vrai que je déplore un petit peu le système de sonde de gavage qui a été mis en place extrêmement rapidement, qui était révélateur en fin de compte d'un mouvement de panique face au vide, face au vertige qu'on ressentait. Je crois que de temps en temps, c'est aussi l'opportunité de sonder nos propres vertiges intérieurs et de ne pas tout de suite absolument vouloir remplir. Ça a été aussi un mouvement très fort de plein de traditions religieuses, de vouloir absolument, du coup, faire des cultes ou des messes ou par visioconférence. Enfin, voilà, remplacer. Il fallait tout de suite remplacer. Et pour ma part, je me suis demandé si la question de la foi n'exigeait pas plutôt de nous d'être capable de traverser quelque chose du désert. Toute la tradition biblique est fondée sur ce désert et de prendre le temps de voir comment habiter le vide, en fin de compte. Oui. Habiter le vide, Fabrice Clément, c'est une chose qui, au fond, nous semble presque pas innée. Comment est-ce qu'on peut comprendre que l'être humain a envie de se prémunir contre l'incertitude, qu'il a besoin de remplir ses agendas, on l'a vu dans le reportage, en tout cas se donner presque l'illusion d'une maîtrise? Je dirais qu'il y a une réponse naturaliste, en quelque sorte, à cette question. C'est que notre cerveau, il est fait pour ça, en fait. La plupart des gens s'accordent maintenant pour dire qu'une des fonctions principales du cerveau, et de notre gros cerveau, c'est d'anticiper l'avenir. Donc, c'est de prédire toutes les catastrophes potentielles ou les petites catastrophes qui peuvent arriver, de façon à pouvoir s'y ajuster le plus rapidement possible. Donc, il y a, je dirais, 2 grandes tendances, et je pense que ce que vous mentionnez aussi dans votre livre est intéressant de ce point de vue-là. Il y a une tendance à blinder, à essayer de prévoir tout et de s'assurer que les choses vont se passer un peu comme on l'a anticipé. Mais en même temps, et ça, c'est des choses, à nouveau, qu'on découvre beaucoup en observant les enfants, et c'est une des choses qu'on essaie de comprendre là, maintenant à Neuchâtel, c'est de comprendre l'aspect potentiellement très ennuyeux et mortifère de cette volonté de contrôle total. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi dans l'incertitude, comme on l'appelle aujourd'hui, ou dans ces moments où on laisse aller un tout petit peu nos contraintes habituelles, il y a un potentiel de joie très très fort. C'est ce qu'on appelle parfois l'intérêt, la curiosité, l'envie de découvrir. Si on sait d'avance, on n'a plus ça en fait. Et ça joue un rôle très 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 important dans notre bien-être, au point d'ailleurs que c'est une des principales caractéristiques de la dépression, c'est de perdre cette envie de découvrir, d'observer. Et si on sait tout d'avance, on n'a plus rien à découvrir. Donc, d'une certaine façon, on sent, je crois, ça. On sent que si tout était prévisible, eh bien, je ne vais pas utiliser un gros mot, mais on s'ennuierait considérablement. Et il y a, comme disait Schopenhauer, il n'y a rien de plus horrible que l'ennui. Et je crois qu'on est toujours un tout petit peu dans cet équilibre entre le trop-plein de prédictions, d'une certaine façon, et puis la panique face à l'inconnu. Alors Fabrice Clément, vous citiez le livre de Marion Müller-Collard, qui est sorti en 2016, qui s'intitule L'intranquillité, et dans lequel vous parlez aussi, Marion Müller-Collard, peut-être de cette créativité qui peut naître du vide ou des abysses, peut-être. C'était beau à voir dans le reportage, cette réinvention. Donc quelque chose se dérobe et je m'empare en fait de plein de manières différentes pour recréer un sol sous mes pieds. Je trouve que c'est un reportage qui montre cette confiance qu'on peut aussi avoir en notre capacité de
de continuer à marcher et de s'inventer des sols. Et effectivement, c'est... alors, Nietzsche, dans Part de la bien et mal, a dit à un moment donné, note cette préférence qu'on aura toujours pour une poignée de certitudes contre tout un fourgon de possibilités. Et c'est aussi prendre conscience que nos certitudes ferment beaucoup de possibilités. Et je crois que ce qu'on traverse, on n'arrête pas d'entendre ce mot de crise. La crise, c'est... En grec, crisis, c'est le jugement. Et un jugement, c'est une articulation entre un regard arrière pour retourner vers l'avant, et c'est aussi réenvisager beaucoup de possibles. Donc, évidemment, je ne veux pas minorer tout ce qui est vécu sur le plan individuel et qui est psychiquement extrêmement difficile, hein, mais d'un point de vue collectif, peut-être décoller un petit peu de l'immédiateté de l'angoisse qui est produite et qui est bien réelle et que moi, je peux aussi vivre par moments. Hein. Je veux pas avoir l'air d'avoir une position de surplomb, mais d'essayer d'envisager aussi cette ouverture des possibles que propose n'importe quelle crise. C'est toujours l'occasion de recommencement, et on le voit à l'échelle individuelle dans le reportage. La question, c'est comment est-ce qu'on peut s'en emparer aussi à une échelle plus collective. En fait. Justement, pardon de vous couper, mais est-ce que précisément ce vertige, cette incertitude qu'on vit collectivement, est-ce que peut-être c'est pour la première fois, selon certaines générations, on vit ensemble quelque chose de nouveau et d'incertain. Ça peut changer les choses, le fait de le vivre ensemble, finalement, nous rassembler, Fabrice Clément. Alors, bien entendu, j'ai envie de vous répondre que oui. On a beaucoup parlé du monde d'après, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu quelque chose qui s'est joué entre les deux confinements. Je ne sais pas si c'était pareil dans tous les pays. On a eu beaucoup d'espoir, il y a eu beaucoup de solidarité durant la première phase. Et c'est assez intriguant de voir ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire ? Qu'on a l'impression que c'est le monde d'avant qui est en train, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, de vouloir débarquer. On nous représente toutes les possibilités de relancer le monde comme avant. Et là, je pense que peut-être parce qu'on ne sait pas faire autrement, peut-être parce qu'on n'a pas d'autres outils, mais ça vaudrait le coup vraiment de trouver des espaces communs où s'arranger un peu de temps dans cette panique pour se dire, mais bon, peut-être que c'est le moment où on peut changer des choses. Et on s'aperçoit avec cette crise que des choses qui nous ont été présentées comme allant de soi, typiquement la dette des États, il ne faut surtout pas faire de dette, tout d'un coup, pouf, c'est bazardé. Donc il y a un changement dans les priorités qui sont données. Essayons de réfléchir à toutes ces priorités elles-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut mettre en premier, en deuxième ? Et il y a une opportunité. Dans le mot crise, il y a aussi le côté opportunité. Il y a une opportunité. C'est un peu à nous d'essayer de la saisir. Mais c'est clair qu'en insistant sur le côté potentiellement catastrophiste, on va générer de l'angoisse et là, on va vouloir réinsérer des habitudes, des choses qu'on connaît, des certitudes. Ce mot de lenteur, Marion Muller-Collard, peut-être cette volonté de prendre le temps, de se trouver bien dans le désert dont vous parliez au tout début, vous en parlez dans le livre L'Intranquillité que j'ai cité tout à l'heure. Il y a cette phrase « Trouver sa puissance dans le fait de renoncer à pouvoir ». Est-ce que l'idée, au fond, de déposer quelque chose, peut-être de se soumettre à ce qui advient, c'est une des options, une des possibilités pour se trouver pas trop mal dans cette période-là? Je ne sais pas s'il faut absolument vouloir se trouver pas trop mal. Il y a une espèce d'injonction aussi à aller bien. On a le droit de dire que c'est très difficile. Et puis, pour moi, le désert, c'est pas allez, chouette, allons au désert. C'est d'être capable d'intégrer quelque chose de l'angoisse. C'est un théologien auquel je suis très attachée qui s'appelle Paul Tillich, qui a écrit ce livre, pour moi fondamental, qui s'appelle « Le courage d'être », dans lequel il montre bien que la foi, l'espérance, c'est pas se tracer un chemin hors angoisse. C'est la maturité de la foi, c'est d'être capable d'intégrer l'angoisse ontologique qui fait partie de l'existence, parce qu'à partir du moment où nous existons, nous sommes menacés de disparaître. Et donc cette angoisse ontologique, si le seul objectif de nos vies, c'est de l'écarter, je crois qu'on fait fausse route et qu'on dépense une énergie folle à écarter quelque chose qui est ontologique, donc qui de toute façon nous colle à la peau, plutôt que de dépenser peut-être un tout petit peu moins d'énergie à l'accueillir et à être capable de traverser et de s'augmenter aussi de cette expérience de l'angoisse qui
qui vient notamment, par exemple, forger quelque chose de l'empathie. Si je ne sais pas du tout ce que c'est que l'angoisse, alors je vais rester complètement hermétique à l'expérience de beaucoup de personnes en ce moment. Donc, il y a aussi une occasion de communion. Le désert, c'est à la fois la solitude. La solitude, ça ne veut pas dire l'absence de communion. Si je veux absolument tirer mon épingle du jeu, alors j'aurais tiré mon épingle du jeu. Voilà. Et puis... Est-ce que ça semble presque paradoxal de célébrer, ou en tout cas d'accueillir l'incertitude et en même temps d'avoir la foi? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ou un paradoxe dans les termes entre foi et incertitude? Non, je ne crois pas. Je crois que vous me parlez de foi, là, vous ne me parlez pas de dogme. Oui, le dogme laisse peu de place à l'incertitude, c'est un système clos, construit. Mais la foi, c'est un élan, c'est une dynamique, ce n'est pas un contenu clos et terminé. Voilà, faut pas confondre, faut pas confondre les deux. Mais ce qui est aussi intéressant dans la tradition, en tout cas biblique qui est la mienne, c'est la question de la vie. Et c'était intéressant parce qu'une des intervenantes du reportage s'appelle Zoé. En grec, on a plusieurs mots pour dire vie. Et je crois que ça nous manque un petit peu en ce moment en français de pouvoir aussi entendre qu'est-ce qu'on met derrière le mot de vie. Et Zoé, en grec, c'est la vie imprenable, c'est la vie vivante, quoi qu'il arrive. Voilà, et la question de la survie et la question de la vie, c'est pas non plus exactement la même chose. Et effectivement, la menace de disparition, c'est plus qu'une menace, ça c'est une certitude, nous allons tous disparaître. Et ça c'est une école de vie, et d'essayer de voir, comme on le voit en ce moment, qu'est-ce qui est fidèle, il y avait ce mot de fidélité qui était employé par une des intervenantes, et d'essayer de voir qu'est-ce qui dans la vie, à quelle vie je peux contribuer, qui continuera après ma disparition. Fabrice Clément, cette idée d'observer, de créer du lien, cette idée peut-être de cette incertitude qui est féconde, la nature, on l'a entendu dans le reportage, observer la nature, se reconnecter à la nature, ça peut aussi être quelque chose qui peut nous rendre un peu de sérénité dans cette période d'incertitude? Alors, probablement que ça va jouer un rôle. C'est vrai qu'il y a énormément de choses dans cette incertitude qui dépendent des autres êtres humains, d'une certaine façon, des décisions qui sont prises, des recherches qui sont faites dans des laboratoires, etc., etc. Et puis, on a un peu cette impression qu'à côté de ça, il y aurait ce monde stable, comme le dit une des personnes, où les choses, on les retrouve tout le temps, donc il y aurait ces repères fixes. Alors, je dois dire que, là encore, le monde d'après, il n'est plus tellement comme ça, puisque, par ailleurs, on a un tout petit peu oublié qu'il y a un petit peu plus d'1 an, on était tous en train de se dire, la nature, c'est plus quelque chose qui est indépendant de nous, son propre sort dépend, en fait, des humains, et on n'est plus très sûr qu'elle soit aussi indépendante et aussi à l'extérieur, toujours là, quoi qu'il arrive, elle sera là pour nous soulager. Donc, je crois que là encore, alors je ne sais pas si c'est un désert, j'espère pas que ça deviendra un désert du point de vue de la nature, mais il y a un moment clé, je pense, qu'on est en train de vivre au niveau de la planète entière. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie des gens qui veulent que tout reparte le plus vite possible. Et on peut comprendre les gens qui ont besoin d'un salaire, etc. Mais je pense que du côté de nos dirigeants, ils ont envie vraiment de reprendre la vie d'avant parce qu'elle leur convenait très bien. Mais cette vie, elle ne convient pas à la majorité de la population. Et les chiffres le montrent. Donc, il faut qu'on trouve un moyen, je ne sais pas exactement comment. Là, on nous a donné toutes les options. D'ouvrir ce temps, comme vous disiez, à se dire, on fait quoi maintenant? On fait quoi ensemble? Et ce n'est pas facile à trouver cet espace. Merci. Merci à vous deux. Le temps passe très vite. Il nous faut déjà conclure. Si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch.